Sous chaque épisode des Moments de Vie, vous me demandez des playlists musicales. Je suis donc trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode des recommandations / partage culturel qui ne va pas tourner exclusivement autour de la musique. Je vais aussi vous parler d'expositions qui m'ont plu, de films que je suis allée voir, de livres que j'ai lus, de vidéos sur les réseaux sociaux qui m'ont fait rire. Alors déjà pour commencer, je voulais vous remercier pour vos commentaires sous ma dernière vidéo où je parle de l'évolution de ma chaîne et de mon contenu et vous avez vraiment été adorables, ça m'a beaucoup touché tout ce que vous m'avez dit, donc merci beaucoup. Je ne vais pas m'étaler dans l'introduction parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Je précise juste en début de vidéo que quand je vais vous recommander des musiques, je vais vous mettre de courts extraits, mais ensuite vous serez libre d'aller les écouter entièrement. D'ailleurs, j'ai créé une playlist, comme ça vous n'avez pas besoin de tout rechercher par vous-même, tout est regroupé dans une playlist, si c'est pas beau. Alors, je propose de commencer par un thème assez joyeux, la disco. Vous avez peut-être vu la vidéo sur mes 22 ans où on s'était déguisé en ABBA avec Ariel et Séraphine. Iconique. Donc évidemment, quand je me baladais dans le métro et que j'ai vu les affiches de la Philharmonie de Paris sur l'exposition Disco and Coming Out, ma curiosité a été titillée. J'ai envoyé un message à ma filleule de prépa, Manon, petite sortie post-concours. L'exposition est assez cool parce que déjà, elle est entièrement musicale. Enfin, vous rentrez dedans, il y a directement de la disco. Donc quand t'attends dans la queue, c'est en mode le freak, c'est chic, freak out. Tout le monde est de bonne humeur. Genre tu lis les écriteaux comme ça, en dansant avec les gens dans la salle. C'est très joli, c'est bien agencé, c'est une exposition où on peut déambuler librement. Ce qui est super intéressant dans l'exposition, c'est que ça revient surtout sur l'origine du mouvement disco. En fait, l'essor du disco est lié à une émancipation des mœurs aux États-Unis, donc lié au Civil Rights Movement des communautés noires américaines, et évidemment lié à un certain féminisme, à une certaine revendication LGBT. C'est pas qu'un mouvement musical, enfin il y a une vraie revendication politique derrière, et c'est hyper intéressant d'apprendre davantage de choses là-dessus. Dans ce qui est exposé, on a pas mal de photographies qui sont magnifiques. On a des instruments, les premières tables de mixage, quelques œuvres d'Andy Warhol, des costumes de scène à sequins et tout, trop beau. Il y a par exemple une robe qui a été portée par Dalida dans les années 70, la fameuse robe grise à sequins bustier. Il y a pas mal d'extraits de La fièvre du samedi soir qui sont projetés, où John Travolta danse comme un dieu finalement. Qui est un film que je vous recommande. C'est pas le film du siècle, enfin je trouve que c'est... Bon, l'histoire elle est sympa quoi. Mais c'est juste esthétiquement très beau. La bande originale est des Bee Gees, donc un grand nom aussi du disco. Et donc si je dois vous partager des grands noms de la musique disco que j'apprécie, je recommanderais On the Radio, Donna Summer, iconique. Et sinon, l'artiste que j'ai redécouvert, c'est Patrick Juvet. Je trouve que sa célébrité a mal vieilli. Parce que, moi, vous me dites Patrick Juvet, je connaissais un son de Patrick Juvet, c'est... Alors que c'était quand même une star dans les années 70-80, mais ma théorie, c'est que, en fait, il est mort trop tard. Il est mort très récemment, je sais plus, en 2021 peut-être. S'il était mort pendant son pic de popularité, il serait peut-être resté populaire. Un peu comme Claude François, s'il n'était pas mort de la façon dont il est mort, qui est quand même assez iconique, et quand il était au top de sa forme, sa popularité aurait grave décliné, il serait pas resté la star qu'il est encore. Déjà parce qu'il aurait été cancel, déjà qu'il est cancel largement parce qu'il couchait avec des mineurs, c'est un autre sujet. Bref, Patrick Juvet, donc, dans nos générations, il est pas connu Patrick Juvet. Mais donc, j'ai écouté quelques sons, et moi, celle que j'aime beaucoup, c'est toujours du cinéma. Je t'embrasse, même te caresse, encore du cinéma. Tu m'embrasses, tes mains me caressent. Et vous verrez quand vous l'écouterez entièrement, il y a quelques notes qui se suivent, qui sont vraiment tirées de la musique Pretty Woman. Donc quand j'écoute cette musique, après ça me met la musique de Pretty Woman, voilà. Ensuite, j'aime beaucoup la musique I Love America, qui fait très vibe disco, quoi, classique. Et ensuite, il y a une musique qui s'appelle Rappelle-toi Minette, qui est coincée dans ma tête. Je ne l'écoute même pas. Je me réveille dans ma tête, rappelle-toi Minette, c'est le jour de fête. Décidément, mon cerveau veut la retenir, alors je vous la partage quand même. Je t'ai pris la main, puis on est monté sur des rochers. On s'est regardé. Pour fermer la parenthèse disco, qui n'était pas qu'une parenthèse, je voulais juste
émettre une critique sur cette exposition, la boutique souvenir. Nul. Ceux qu'on pensait à faire la boutique souvenir, j'ai l'impression qu'ils se sont baladés de manière quelconque dans des rayons d'un magasin et c'était en mode il y a des paillettes, ça on va mettre ça dans la boutique. C'est nul. On était très déçus avec Manon. Mais sinon l'exposition est marrante. Ça coûte 11€ pour les étudiants. C'était tout pour la partie disco. Continuons, quoique en fait il y a un lien. En fait je peux faire des jolies transitions entre tout ce que je vous raconte. Dans l'exposition, il parle beaucoup des figures afro-américaines, Diana Ross et compagnie, mais aussi des figures plus contemporaines qui sont des héritières de la musique disco, comme Juliette Armanet, mon crush du moment. Quelle femme! Vous connaissez sans doute la musique Le Dernier Jour du Disco, qui est une chanson que j'aime d'amour et qui a une énorme valeur sentimentale pour moi, qui est la dernière musique des moments de vie en prépa. Au-delà de cette musique, Juliette Armanet a fait que 2 albums, hein. Sa carrière est assez récente. Avant, elle était documentariste. Elle a fait des documentaires pour Arte. Non mais déjà qu'elle était géniale, là elle est encore plus quoi. Il y a quelques semaines, voire mois, je me balade sur Instagram et je vois quoi? Elle est en mode, à l'occasion de la sortie du film Partir un jour, où elle a le premier rôle, voici une reprise acoustique de la musique Partir un jour de To Be Free. Partir un jour sans retour, effacer notre amour. Iconique déjà cette musique à la base, et là une reprise acoustique tellement belle. Vraiment j'étais émue. Je l'ai saignée. Un peu trop peut-être. Partir un jour sans bagage, oublier ton image, son seul. C'est génial quoi. Je suis donc allée voir le film Partir un jour d'Amélie Bonin, que j'ai beaucoup aimé. Amélie Bonin, la réalisatrice, avait déjà réalisé un court-métrage qui s'appelle Partir un jour avec Juliette Armanet en 2023, qui a remporté le César du meilleur court-métrage. Et elle en a fait un long-métrage cette année. Moi, je n'avais pas vu le court-métrage, je l'ai toujours pas vu d'ailleurs. Il est disponible, je crois, sur Arte. C'est pas exact. Séraphine l'avait vu. Séraphine a vu le court et le long. Et c'est pas exactement, enfin c'est vite fait la même histoire mais pas tout à fait. Amélie Bonin et Juliette Armanet disent que ce n'est pas une comédie musicale mais plutôt un film musical. Donc prenons leur terme, c'est un film musical où les personnages se mettent à chanter, enfin genre en vrai comme dans une comédie musicale, et ils reprennent des classiques de la chanson française. Donc évidemment j'ai adoré. Ils ont repris Camaro, Céline Dion, Michel Delpech, To Be Free du coup, Claude Nougaro aussi, que je recommanderai probablement dans une prochaine vidéo. C'est un film touchant, avec des jolis moments musicaux, qui est pas trop prise de tête. Vraiment j'ai passé un très bon moment. Dans les moments de vie d'avril, j'ai utilisé la chanson de Barbara. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire. Je sais pas si vous l'avez écoutée en entier, mais c'est une chanson qui parle de la peine de mort. Quand je suis allée chercher cette musique pour la mettre dans les moments de vie, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui avait commenté une liste d'artistes qui avaient interprété des musiques sur le thème de la peine de mort. Et dans ces musiques, il y avait la musique L'assassin assassiné, interprétée par Julien Clerc. C'est une musique dont les paroles ont été écrites par Jean-Loup Dabadi, quelques mois avant l'abolition de la peine de mort, donc abolition de la peine de mort 1980, et cette musique, elle est de 79 je crois, et je la trouve géniale. Elle est assez longue, elle dure un peu plus de 6 minutes je crois. Je vais pas vous mettre d'extrait parce que je ne saurais pas quelles 10 secondes choisir parmi ces 6 minutes. Faut l'écouter du début à la fin. C'est long 6 minutes mais en vrai ça s'écoute vraiment comme une histoire. Ça va un petit peu crescendo dans ce que ça raconte et dans l'interprétation et le rythme également. Et je trouve les paroles magnifique, la mélodie est assez discrète, c'est juste du piano derrière la voix de Julien Clerc. L'interprétation est sublime et vraiment impressionnante, mais quand je l'ai réécoutée ça m'a vraiment mis les frissons, c'est tellement beau. Pour poursuivre un peu dans les chansons à texte, je voulais vous parler du rappeur, enfin je sais pas si c'est un rappeur mais qu'est-ce que le rap finalement, qui s'appelle Nicolas, qui est un chanteur pas encore hyper connu. Il a par exemple collaboré avec Grand Corps Malade dans une musique qui est dans les moments de vie de novembre-décembre je crois, qui s'appelle Ce que j'aime, qui est très sympa ma foi, mais je voulais vous partager des musiques de son album à lui tout seul. Nicolas il vient du Monténégro et il parle beaucoup de son attachement à son pays d'origine, sa double nationalité, ce que ça a créé en lui, ce sentiment de ne pas se sentir appartenir à l'un ou l'autre pays en particulier. Et j'aime particulièrement la musique qui s'appelle Zeta MNE. MNE c'est le diminutif de Monténégro. C'est une musique assez courte qui dure 1 minute 30. Pour sentir vivant les moments de grâce, moi j'ai un don. Je crie dans un micro de merde et je me transcende.
J'en ai marre de plus jamais voir l'horizon et de si bien voir le fond. C'est très court et frustrant, mais je vous incite à aller l'écouter en entier. Et ensuite, deuxième chanson que je vais vous recommander de cet artiste, c'est Saint Rita de Paname, qui est un petit peu plus longue. Il y a pas mal de piano, de guitare, de violon. Et pareil, ça s'écoute comme une histoire, faut se laisser porter du début à la fin. J'adore ce genre de musique. Saint Rita de Paname, je vois ma Rita métro Pigalle devant des bagarres faire des patères. Elle brille plus fort que les lampadaires, je vois ma Rita sur le boulevard. Deux dernières musiques à vous conseiller. La musique d'Aventure en Aventure de Serge Lama, que j'ai redécouverte récemment et que je trouve trop jolie. Je n'ai pu oublier ton corps, mais d'aventure en aventure, de train en train. En fait, j'écoute énormément de chansons d'amour, par exemple, j'adore Céline Dion. Et en fait, je n'ai pu utiliser aucune de ces musiques dans les moments de vie parce que juste, on va se demander ce que je fous en fait. Je vais mettre Lolita n'est pas trop jeune pour aimer. Qu'est-ce que ça va faire dans les moments de vie ? Ça n'a aucun sens. Ou quand je m'endors contre ton corps, l'amour existe encore. Moi j'adore ces musiques et je vous les recommande chaleureusement, mais ça ne va pas dans les moments de vie, donc je suis obligée de vous les partager dans ce format, vous comprenez. Par ailleurs, ça me fait penser, si vous pouvez me recommander des musiques de femmes, parce que j'essaie dans les moments de vie d'avoir une certaine parité dans mes artistes, mais je n'y arrive pas, parce que je sais pas pourquoi j'écoute beaucoup plus d'hommes. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de chanteurs que de chanteuses ? Ou est-ce que on confie des textes moins beaux aux femmes ? Je ne sais pas. Mais donc à chaque fois, je galère à trouver des musiques interprétées par des femmes, et donc je suis souvent obligée de prendre des musiques que j'adore, par exemple. On va faire un petit quiz. Prochaine musique des moments de vie est chantée par Dalida. Mais à la base, c'est une musique de Gilbert Bécaud. Est-ce que vous l'avez en tête ? L'interprétation de Gilbert Bécaud, je l'adore. Mais en fait, j'ai déjà trop d'hommes. Donc j'ai pris l'interprétation de Dalida qui est aussi géniale. Parce que j'essaie d'avoir un peu des voix féminines et masculines. Donc n'hésitez pas, surtout, à me recommander des chansons de femmes. En parlant de femmes, je vous recommande la musique Vienne de Zao Sagazan, qui est une artiste que j'adore. Très jolie, très douce. Un peu triste, mais pas trop. Il faut aussi écouter du début à la fin parce que ça nous raconte une histoire. Je marche, je rêve dans Vienne, sur 3 temps de valse lointaine. Zao Sagazan a une voix assez particulière. Je connais plusieurs personnes qui n'aiment pas. Moi, j'adore. Je vais la voir en festival d'ailleurs cet été. J'ai tellement hâte. Maintenant, on passe à une autre catégorie, audiovisuelle, en vous recommandant 3 mini-séries. Donc ça va, c'est des mini-séries. Je vous recommande pas Friends, genre calmons-nous. Alors, déjà, la série 37 secondes, qui présente l'enquête sur le naufrage du Bugalet de Braise, qui est un navire breton, comme on peut l'entendre, qui a fait naufrage en 2004, en 37 secondes. On suit les familles qui essaient de comprendre ce qui s'est passé. On a l'impression qu'on nous cache des choses sur le naufrage. Le cargo, on n'y croit pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité, voilà. Le chalutier était en action de pêche, il n'y avait pas de danger particulier. Les derniers mots du patron, viens, je chavire, ça colle pas vraiment avec un vraquier qui vous fonce droit dessus en pleine journée. Donc c'est une intrigue policière, mais il y a aussi des intrigues amoureuses autour, familiales. C'est une mini-série, il n'y a que 6 épisodes de 50 minutes, donc ça se fait assez rapidement. Et cette série a remporté le prix de la meilleure série française au Festival Sérimania, c'est pour ça que je l'ai regardé à la base. On l'a regardé avec Séraphine, on a vraiment aimé. J'ai pas accroché tout de suite. Moi généralement il me faut à peu près 2 épisodes pour vraiment rentrer dans une série. Au début j'étais pas hyper fan de la colorimétrie, enfin l'étalonnage est assez... les basses lumières sont assez rougeâtres. Vous verrez. L'actrice principale, c'est Nina Meurice, qui joue le rôle de Marie Madec, la personne autour de laquelle tourne la série. Et c'est elle qui a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour l'histoire de Suleiman. Et cette série est disponible gratuitement sur Arte jusqu'au 8 juillet. Deuxième série à recommander, L'Armée des Romantiques. Autre série Arte. Iconique cette série. Incroyablement belle. C'est une série qui a été réalisée par Amélie Haro, qui a réalisé plusieurs courts-métrages et longs-métrages d'animation. Ça parle du 19e siècle et donc du mouvement romantique, mais pris largement. Parce qu'on délimite de manière artificielle des périodes artistiques, mais en réalité, c'est pas du jour au lendemain. Ah, on passe du romantisme au réalisme. Tout est lié, les mouvements s'influencent entre eux et on peut pas délimiter de manière nette des courants ou mouvements artistiques. Et donc c'est très bien raconté, je trouve, dans cette série. Ça parle des arts sous toutes leurs formes.
donc de la littérature. On suit les péripéties amoureuses de Victor Hugo, Nerval, George Sand, toutes les grandes figures du 19e, mais aussi de peinture, de la poésie, de la musique. Mais c'est tellement beau visuellement, et en plus on apprend plein de choses. Et en plus, les musiques sont géniales, c'est narré par Cécile de France, vraiment je recommande. C'est que 4 épisodes, très rapide comme série. Et c'est disponible jusqu'au 17 juillet, donc encore une fois, ne tardez pas si ça vous intéresse. Et enfin, troisième mini-série que je voudrais recommander, Adolescence, dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, série Netflix de 4 épisodes d'1 heure. C'est une mini-série britannique avec un bel accent de Liverpool. So do you think it would be okay if we speak about it? I haven't done anything. You're a good dad, a great dad. Alors, de quoi parle Adolescence ? Sans vous spoiler, évidemment. Ça parle de l'arrestation d'un jeune garçon de 13 ans qui est accusé d'avoir tué une camarade de classe. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, si ça s'est réellement produit, et si tel est le cas, pourquoi. On essaie de comprendre le mobile de son acte, si c'est lui qui a réalisé l'acte. J'ai trouvé ça génial. Déjà, sur le plan de la réalisation, c'est très original parce que les 4 épisodes ont été tournés en plan séquence. Ça veut dire que il n'y a eu aucun montage, aucun cut dans le montage, donc c'est pas on tourne une scène et on en tourne une autre. Tout est filmé en une fois, donc s'ils se trompent un moment, ils doivent recommencer depuis le début. Donc déjà ça c'est assez intriguant. Et c'est vrai que les 2 premiers épisodes, parce que j'ai toujours besoin de 2 épisodes pour bien entrer dans une série, parfois je décrochais un peu parce que c'est aussi un rythme auquel on n'est pas habitué, parce qu'il n'y a pas le rythme du montage. Donc parfois je m'ennuyais un peu, mais quand je m'ennuyais sur le fond, je prenais un peu du recul et je me disais waouh, mais comment ils font ça avec la caméra? Et après j'ai regardé des making of, c'est fou, je sais pas combien coûte la caméra, mais déjà elle est tellement stabilisée et c'est fou parce que on suit les personnages en direct pendant 1 heure, la caméra elle passe à travers une fenêtre et ensuite on les filme dans la voiture et oh la caméra elle est fixée sur la voiture et ensuite la caméra s'envole avec un drone. Non mais c'est incroyable, la réalisation est vraiment magnifique, les acteurs sont tous bons, le 3e épisode est vraiment passionnant et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, mais je vais pas trop vous en dire, c'est que je trouve que sur cette question du harcèlement, la dérive des réseaux sociaux, la violence, la masculinité, tout ça, ça tourne autour de ces grands thèmes. J'ai trouvé la série hyper pertinente et subtile parce qu'en fait, ça ne nous donne aucune réponse. Ça pose des questions et c'est à nous d'y réfléchir après en tant que spectateur et j'ai trouvé ça génial. N'hésitez pas surtout à revenir sous la vidéo pour commenter si vous avez regardé ce que je vous recommande, sans spoiler pour les autres, évidemment. Ensuite, passons aux films. Je vous recommande 2 films. Le premier, c'est Easy Rider, réalisé par Dennis Hopper, qui est sorti en 1969. This year, the judges of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to Easy Rider. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. J'ai vu ce film dans le cadre de mon cours de cinéma cette année, que je suivais à la Sorbonne, et j'ai adoré. Esthétiquement, j'adore parce que on traverse les États, enfin je suis un peu passionnée par les grands parcs naturels américains et on traverse les États-Unis en moto. C'est très contemplatif, il y a plein de séquences où juste il se passe rien, enfin juste on les voit sur leur moto et on voit les magnifiques paysages américains, les musiques sont géniales. C'est un peu violent par contre, je vous préviens. Ça pose aussi des questions sur la culture américaine et l'essor, à contrario, des contre-cultures comme le mouvement hippie par exemple des années 60-70. Et ensuite, 2e film, pas très original mais je voulais quand même en parler, Emilia Pérez, qui est sorti il y a un bon bout de temps mais que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça. En fait je l'ai vu en début d'année, avant les Césars. Généralement je regarde des comédies romantiques en comédie musicale, genre Mamma Mia. Là, autre délire, beaucoup plus violent, mais des musiques qui changent vraiment de l'ordinaire parce que on sent l'empreinte mexicaine, ça se passe au Mexique. J'ai tellement aimé, j'ai trouvé que esthétiquement c'était tellement beau, le rythme était super, je me suis pas du tout ennuyée. Je suis allée le voir toute seule, mais en fait aussi je pense que j'adore aller voir des films toute seule. Généralement je les apprécie beaucoup plus parce que je suis toute seule, je pense pas à mon ami ou autre à côté. Et après, quand le film est terminé, je sors du cinéma et vous savez, le temps de vous reconnecter à la réalité, juste vous marchez dans la rue, en plus là il faisait nuit, et juste j'étais en mode waouh, qu'est-ce que je viens de voir, c'était trop bien. Ça fait pas l'unanimité, j'ai des amis qui n'ont pas aimé, mais j'ai tellement aimé. Et donc évidemment j'ai ajouté des musiques à ma playlist, dont mes préférées sont Papa, scène pendant laquelle j'ai beaucoup pleuré si vous avez la rêve. Hueles a las montañas, a cuero y café. Hueles a la comida picante, picante. Et Por Casualidad, qui est chantée par les 2 actrices principales. No me digas que viniste por casualidad, dime que viniste a borrar el pasado, a callar al último
último puto testigo molesto yo. Maintenant, passons au livre que je vous recommande. Là, livre que j'ai lu tout récemment, qui est Profession du père, de Sorge Chalandon, qui m'a été offert par Valentine, une amie à mon anniversaire. Livre assez court, de même pas 300 pages. En plus, franchement, ça va, hein. Vraiment, c'est court. Hein. Il s'est raconté à la première personne du singulier. Et ça raconte l'histoire d'un petit garçon dont le père a beaucoup de professions. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ses professions ? C'est sur fond de conflit vis-à-vis de l'indépendance de l'Algérie. C'est assez violent. Il y a beaucoup de violences faites aux femmes, notamment entre le père et la mère de la famille. Mais c'est super sympa, ça se lit vite. J'ai beaucoup aimé, je connaissais pas. Et ensuite, deuxième livre que je recommande, plus imposant, Les Voyageurs de l'Impérial d'Aragon, que j'ai lu dans le cadre d'un cours à la Sorbonne en début d'année. Putain, j'avais oublié. Ah oui, c'est un beau pavé quand même. Hein. Pas la même taille de police. Il y a combien de pages ? 800, 750, qui est un livre du cycle du monde réel d'Aragon, son cycle romanesque, que j'ai trop aimé. Aragon, c'est un artiste engagé, ça parle de l'essor de l'individualisme, du fait que certaines personnes s'investissent ou pas dans la société qui les entoure et préfèrent juste vivre leur petite vie tout seul ou s'investir dans la société et dans la politique qui nous concerne tous. Donc ça, c'est sur l'engagement du livre, mais sinon, au-delà de ça, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est un roman très polyphonique, c'est-à-dire qui a plusieurs voix. Donc parfois on est dans la tête du personnage principal, Pierre Mercadier, parfois on est dans la tête de son fils, Jeannot. Ça c'est mon personnage préféré, je le trouve trop touchant. Je trouve ça trop fort de la part d'Aragon parce que lui c'est un adulte et qu'il arrive à nous transmettre les pensées d'un adulte à peu près de son âge, un homme adulte de son âge, je suis en mode ok, soit. Mais là, il est trop attachant, Jeannot, vraiment, on rentre dans sa tête, dans ses pensées d'enfant et c'est génial. Pour finir ce premier format des recommandations culturelles, je voulais vous faire des recommandations Instagram de 2 comptes qui me plaisent beaucoup. Déjà, je vous conseille le compte qui s'appelle Miralta Edito. C'est une éditrice, c'est franchement des grosses blagues de gros littéraires. Alors, ce qui me fait vraiment rire, c'est qu'elle imagine, par exemple, Victor Hugo qui crée son compte Instagram. Donc elle imagine sa bio Instagram, ce genre de truc. Et ces derniers temps, elle a lancé un nouveau format où elle imagine des lives Instagram faits par des grandes figures de la littérature. Celui qui m'a fait particulièrement rire, c'est par exemple le live de Rimbaud. Mon manager, il veut pas que je fasse de live et moi je m'en fous. Il dit que je vais me compromettre, je vais lui prouver que je suis un grand garçon. Ce live est sponsorisé par Pernod Fils, c'est la meilleure absinthe qui soit sur le marché. Vous avez 20% avec le code BATOIV, donc on se dépêche et on boit. Est-ce que c'est vrai que t'as été arrêté pour vagabondage ? Ouais, je me suis cachée dans les toilettes du TGV, mais ils m'ont trouvé quand même et j'avais pas mon billet. C'est vrai que t'as déserté ? Ouais. T'as fait du trafic d'armes ? Ouais. C'est quoi la polémique avec la Vénus Anna Diomène ? Écoute, ça leur a pas plu que je parle de la statue, donc voilà, polémique. Écoute, moi je suis un poète voyant, ok, 10 sur 10 à chaque œil, mon pote. Ça leur plaît ou ça leur plaît pas ? Verlaine. Oh ! Viens en privé, j'arrive. Je vous laisse aller checker, mais elle a fait ça pour Baudelaire, pour le Marquis de Sade, pour Simone de Beauvoir. Souvent c'est sur des trucs un peu controversés de leur vie, c'est assez marrant. Et là, j'ai vu tout à l'heure, elle a posté une parodie des profs de français qui poussent leurs analyses linéaires un peu trop loin. C'est très drôle. Aujourd'hui, commentaire linéaire des premiers mots, justement des mots, de Jean-Paul Sartre. On lit le début. En Alsace, aux environs de 1850, waouh, lourd de sens. En Alsace, quel est le plat qu'on mange en Alsace ? La choucroute. Chou, mignon, l'enfance, croûte. Chou, croûte, chou, croûte. C'est la dualité entre l'enfance, le bonheur, et puis l'adulte blessé. L'auteur s'en prend à l'écrivain qui germe en lui. En Alsace, aux environs du latin circa, le cirque, tout ça n'est qu'une mascarade. Aux environs de 1850. 1850, vous voyez où je veux en venir ? 1 plus 8 plus 5, 14. 14 dans la Bible, qu'est-ce que c'est ? Le nombre qui est le symbole de la délivrance, de la salvation. L'auteur, quelque part, cherche à enterrer son enfance dans ce livre. La virgule. Évidemment, une virgule après. La vie et rgule, un son guttural. Qu'est-ce qu'on fait comme son quand on décède ? Rgule, vous voyez ? Ensuite. Deuxième compte Instagram que je recommande, oula, le soleil se cache, c'est le compte Natacha Multiple. Pareil, gros délire de gens qui aiment bien les mots finalement, qui nous apprend des mots de vocabulaire, des proverbes, des vieilles insultes, bref, du contenu sur la langue française en gros. Top 10 des expressions originales de la langue française. Pour varier ton langage avec brio. 10
prendre des vessies pour des lanternes, qui signifie se faire des idées. Exemple, il ne t'aime pas, ok ? Il ne t'aimera jamais. Tu prends des vessies pour des lanternes. 9. Compter fleurette, qui signifie séduire. Faire la cour. 8. Avoir du foin dans ses bottes, qui veut dire posséder de la grosse moulaga. Être aisé. 7. Le torchon brûle, lorsqu'il y a des tensions, de la dispute dans l'air. 6. Yoyoter de la touffe, qui signifie... attendez, je vous montre. Non mais oh ! Qui signifie perdre la tête, divaguer. 5. Faire chou blanc, quand tu as échoué, comme une bonne grosse merde. 4. Une vie de bâton de chaise, pour qualifier une vie désordonnée, instable. Et le numéro 1, s'ennuyer comme un crouton de pain derrière une malle. Ça se passe de commentaires. C'est tout pour ces recommandations culturelles. N'hésitez pas à me faire les vôtres en commentaire. J'espère que je découvrirai des choses parmi vos recommandations et que je pourrai les recommander au prochain épisode ou en faire une petite revue du moins. Je réitère ma demande, je suis à la recherche de chanteuses pour les moments de vie. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour les moments de vie de mai. Ils sont déjà montés et je les trouve très cool, donc j'espère qu'ils vous plairont.